Oui, vous avez raison. L'architecture de sécurité américaine actuelle a été conçue d'abord pour s'opposer à l'Union soviétique, bien sûr, puis à la Russie à travers l'OTAN, pour s'opposer à une grande partie du Moyen-Orient via l'expansionnisme sioniste et pour contrer la Chine à l'échelle mondiale. Donc oui, l'économie mondiale tout entière est devenue un champ de bataille, et ces batailles sont par conception menées sur le territoire des autres. Pour moi, cela veut dire que l'interventionnisme et le militarisme sont profondément ancrés dans la politique étrangère des États-Unis depuis longtemps, mais qu'ils ont été présentés comme la promotion de la démocratie libérale à travers le monde. Les États-Unis possèdent plus de 700 bases militaires dans le monde, et certains de ces pays hôtes, comme vous le soulignez dans votre publication sur Substack, commencent à se demander s'il est encore logique de servir les intérêts américains à l'avenir. Expliquez-nous comment les guerres en Ukraine et en Iran ont, selon vous, transformé l'architecture mondiale de la sécurité et modifié le rôle que les États-Unis ont traditionnellement joué. Oui, enfin, c'est une grande question. Mais l'Ukraine, c'est un très bon exemple parce que, vous savez, les États-Unis avaient été, enfin, si on remonte à la fin de l'Union soviétique, donc en 1991, au début des années 90, l'OTAN avait une occasion unique de se retirer, de se dissoudre ou de se transformer, de faire autre chose que ce qu'elle a fait. Et je pensais vraiment qu'elle le ferait. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à être, disons, un peu en désaccord moi-même au sein de l'armée. Pas publiquement, bien sûr. Je faisais mon travail, on ne parlait pas de politique à proprement parler. Mais quand l'OTAN n'a pas disparu, ne s'est pas désintégrée naturellement, pacifiquement, à la fin de la guerre froide, ça m'a vraiment surpris. Aujourd'hui, ça paraît très naïf de ma part, je sais bien. Évidemment, elle n'allait pas s'autodissoudre. Mais honnêtement, à l'époque, je croyais que oui, parce que la raison même de son existence, celle qu'elle avait toujours mise en avant, avait disparu. Alors, au lieu de se réduire ou de disparaître, l'organisation a en fait grandi, et elle l'a fait activement. Elle a cherché de nouveaux membres, bien sûr, parmi les pays d'Europe de l'Est qui rejoignaient alors l'Europe. Elle a voulu les attirer, les former, influencer leur gouvernement, leur faire comprendre qu'ils devaient faire partie de l'OTAN. Et en même temps, elle n'avait plus vraiment de mission. Ce n'était pas une mission de protection. Et donc, ce qu'on a vu, c'est ce que Bill Clinton a appelé la première guerre humanitaire dans l'ex-Yougoslavie. Quand la Yougoslavie a commencé à se désintégrer et à devenir indépendante, eh bien ça, on ne pouvait pas le permettre. Et je me souviens, au début des années 90, en 1993, je crois, c'est à ce moment-là qu'une partie de cette guerre, la guerre de Bosnie, se déroulait là-bas. Je ne connaissais pas, et la plupart des Américains non plus, la culture, les conflits, la manière dont Tito devait gouverner, la façon dont il... Enfin, on ne savait rien de la Yougoslavie parce que la Yougoslavie était communiste, mais elle ne faisait pas vraiment partie du bloc soviétique sur lequel on se concentrait à l'époque. Donc c'était beaucoup d'apprentissage et aussi beaucoup de confusion. Mais au fil des années, et même déjà à ce moment-là, on pouvait voir où les mensonges étaient racontés. On voyait bien où la propagande était diffusée par les États-Unis et par l'Europe pour justifier l'intervention de l'OTAN et les bombardements américains. Et c'était... Enfin, d'abord, les guerres humanitaires, comment ils appellent ça déjà? Ça n'existe pas vraiment. Ça ne marche pas, d'accord? Et ça, c'était l'un des problèmes parce qu'ils l'avaient clairement présenté comme tel. Mais quand on regarde l'impact que ça a eu, c'était juste la mort, la destruction, une guerre inutile, beaucoup de mensonges, beaucoup de drames. Nous, les Américains, et j'imagine une partie de l'OTAN, on s'est retrouvés très proches des Albanais et des trafiquants de drogue d'Albanie qui avaient leur réseau à travers l'Eurasie et jusqu'en Afghanistan.
Et ces types-là étaient, disons, en quelque sorte au cœur d'Al-Qaïda. Pas le noyau dur, mais ils en feraient clairement partie plus tard. Donc c'était des terroristes. Et nous, on se battait à leur côté. Islamiques, dans une certaine mesure, je ne sais pas à quel point ils étaient religieux, mais des terroristes islamistes, des trafiquants de drogue, voilà nos héros. Et pendant ce temps, on tuait les Bosniaques et les Serbes chrétiens. On tuait les chrétiens. Les Serbes orthodoxes étaient présentés comme l'ennemi absolu. Je me souviens, à cette époque, je faisais mon master le soir, à l'université du soir, et je devais écrire un mémoire. Enfin, je n'étais pas obligée, mais j'ai écrit un mémoire sur une histoire de... Enfin bref, c'était un massacre. Je ne me souviens plus du nom. Vous le connaissez peut-être, ça remonte à longtemps, et je ne pensais pas en reparler aujourd'hui. Mais c'était un massacre qu'on avait attribué au... C'est Srebrenica, je crois. Oui, Srebrenica, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. C'était un énorme sujet dans les médias occidentaux. Et à l'époque, quand c'est sorti, je n'en savais absolument rien. Puis quand j'ai eu l'occasion d'écrire ce mémoire, j'ai fait des recherches. Et ce que j'ai découvert, c'est que Madeleine Albright, notre secrétaire d'État, était une sacrée menteuse. Je m'en suis rendu compte très vite. Mais ensuite, quand on regarde de plus près, on se dit « Mais comment ça a pu arriver? Pourquoi on faisait ça ?» Honnêtement, encore aujourd'hui, je n'ai pas complètement compris. Ah, en parlant de la Chine, vous vous souvenez, on a attaqué la Chine. On a frappé l'ambassade chinoise. Et on a dit « Oh, c'était un accident ». Bref, d'une certaine façon, la fin des années 80 et le début des années 90, c'est le point de départ de notre trajectoire américaine moderne, celle des guerres à l'étranger contre les ennemis que vous avez mentionnés. Je pense que dans l'ensemble, il s'agit des pays qu'on combat, qu'on veut affaiblir, qu'on préfère voir empêtrés dans des conflits dépendants de nous. C'est en quelque sorte notre ligne de conduite. Et ça dure depuis plus de 35 ans. Et président après président, qu'on élise un républicain ou un démocrate, au fond, ça ne change rien. Ils se sont tous comportés à peu près de la même manière. La trajectoire, elle, n'a pas changé. Mais ce qui a changé, et c'est justement ce dont je parle dans cet article, même si je ne suis pas le seul à en parler, c'est la force économique américaine, la puissance monétaire, le soft power que les États-Unis avaient autrefois, et puis notre puissance économique et militaire. Tout ça était encore relativement solide à la fin des années 80 et au début des années 90. À l'époque, on pouvait se permettre d'imposer nos choix. On pouvait dire, on va mettre en place une grande stratégie nationale et mondiale, on va faire ceci, on va affronter ces adversaires-là, on va les combattre là-bas et on va installer 700 bases ou plus un peu partout dans le monde. On pouvait le faire à ce moment-là. Mais en 35 ans, on s'est affaibli sur absolument tous les fronts. Vous savez, sur le plan monétaire, notre dollar, personne ne veut vraiment acheter des obligations. Et ça, c'est révélateur. Quant à notre armée, eh bien, le fait d'avoir exposé toutes nos faiblesses en Iran, et on en a, ça n'aurait été qu'une question de temps avant que tout le monde s'en rende compte. Mais la guerre en Iran, la plus récente, celle qui a commencé fin février, a mis en lumière les énormes problèmes qu'on a avec la guerre expéditionnaire, que ce soit par les airs ou par la mer. Et inutile de le dire, on n'a pas une armée capable de faire ce qu'on attend d'elle. Notre armée ne peut pas honorer les promesses que notre gouvernement fait. On a une petite armée, pas particulièrement bien entraînée, et clairement pas prête à aller aux quatre coins du monde pour faire quoi que ce soit. Et il n'y a pas beaucoup de troupes de l'armée de terre engagées au Moyen-Orient, mais quand on regarde les performances de la marine, des marines et de l'armée de l'air, eh bien le monde entier se dit « Vous étiez excellents autrefois, mais ce n'est plus le cas ». Sur le plan militaire comme économique, on fait face aux mêmes problèmes démographiques
que beaucoup de pays occidentaux et développés. Une population vieillissante, de moins en moins de jeunes. Et aux États-Unis, c'est encore plus profond, parce qu'on traverse aussi une crise de l'éducation. Je ne l'avais pas encore mentionné, mais on n'éduque pas vraiment bien nos jeunes. S'ils savent des choses, c'est franchement grâce à Internet. Nos systèmes ne les forment pas très efficacement. Et puis, bien sûr, il y a cette dette colossale, 39-40 000 milliards de dollars, qui continue de grimper de façon exponentielle. En fait, je crois qu'ils ont dit ce matin qu'il y avait un titre. Trump a augmenté la dette. Pendant les dernières années de sa présidence, si on additionne tout ce qu'il a fait pendant son premier mandat, c'est plus que n'importe qui d'autre. Il est numéro un. Numéro un. C'est donc pas vraiment quelque chose dont on peut se vanter. Et bien sûr, Trump a eu beaucoup à voir avec ça. Mais Biden aussi, parce que Biden était mentalement incompétent. Enfin, à peu près. Je veux dire, je pense qu'il est clair qu'il avait un problème lié à l'âge, avec son corps et son cerveau. Mais ce qu'on a fait, ce que Washington a fait de plus en plus, c'est gaspiller notre bonne volonté, notre influence douce, notre capacité à convaincre les autres qu'on peut être utile, qu'on peut aider et qu'ils devraient nous laisser être leur leader. Vous savez, Trump est connu, bien sûr, pour maltraiter ses alliés et humilier ses amis. Je ne sais pas s'il pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est encore une perte de ce qui faisait autrefois la grandeur de l'Amérique. 35 ans ont passé, nous nous sommes affaiblis. Mais devinez quoi? Tous nos adversaires, la Russie, la Chine, le Sud global, d'une certaine manière, à travers la Russie et la Chine. Je pense qu'on garde encore cette vieille mentalité de guerre froide. Et puis il y a le Moyen-Orient, avec des nations extrêmement riches, productrices de pétrole. Et enfin, il y a Israël sioniste, qui est vraiment à part, très influent, bien sûr, aux États-Unis, dans le gouvernement américain, comme on l'a vu avec la course électorale du 4e district du Kentucky, avec Thomas Massie. Je veux dire, vous savez, il n'y a aucun prix trop élevé pour s'assurer que chaque membre du Congrès vote pour Israël, vote avec Israël et se plie aux exigences d'Israël envers notre gouvernement. Et ça, c'est devenu parfaitement clair pour tout le monde. Mais donc, avec ces cibles, le Moyen-Orient, les pays qui peuvent ou non représenter une menace pour Israël, la Russie et la Chine. Et quand je dis la Russie et la Chine, je parle bien de la Russie, de la Chine et de leurs alliés respectifs. Pendant ces 35 années où nous nous sommes affaiblis, eux se sont renforcés. Ils sont devenus plus performants, plus rapides, mieux connectés, non seulement à l'intérieur de leur propre pays, grâce à la technologie, mais aussi entre eux. Et ils ont travaillé ensemble dans l'environnement même que les États-Unis ont créé avec leur architecture de sécurité, qui en réalité n'était pas faite pour la sécurité, mais pour la domination. Et ils observent tout ça. Ils en subissent les conséquences. Et bien sûr, Trump, encore une fois, exerce une influence très forte avec ses tarifs douaniers, ses sanctions et ses dictats sur qui peut commercer avec qui. Mais en fait, plus personne ne le croit. Je veux dire, regardez les Chinois, tout récemment, on pourrait penser qu'ils l'auraient fait plus tôt. Mais ce printemps, face aux derniers tarifs imposés par Trump sur un produit, le gouvernement chinois a dit à ses entreprises, non seulement cette mesure ne vous concerne pas, mais on s'attend à ce que vous l'ignoriez. Et si vous y obéissez, vous serez sanctionné par le gouvernement chinois pour l'avoir fait. C'est quand même assez impressionnant. Ils n'ont pas peur. Aucun de nos soi-disant ennemis mondiaux, ceux avec qui on travaillait dans le cadre de cette architecture de sécurité internationale qu'on pensait diriger, aucun d'eux n'a reculé. Au contraire, nos ennemis sont devenus plus forts et plus intelligents. Tous ont aujourd'hui des armées bien plus performantes. Enfin, quand je dis tous, la Russie et la Chine, par exemple, ont des capacités militaires qui leur coûtent beaucoup moins cher que les nôtres, et dans plusieurs domaines, elles nous ont dépassés.
Évidemment, on pense aux missiles hypersoniques, mais c'est pas que ça. Il y a toutes sortes d'autres choses, même les drones. Et puis regardez la guerre en Iran, qui est censée être en cessez-le-feu, mais en réalité, pas vraiment. On a une autre petite surprise. Le monde entier a pu voir les États-Unis copier les drones Shahed venus d'Iran, les refaire à leur manière. Il y a quoi? 35 ans, notre plus grande fierté, enfin c'était pas une blague, c'était de dire qu'on avait la meilleure armée du monde. Et que si quelqu'un d'autre possédait quelque chose de comparable, c'est qu'il avait volé notre technologie, copié nos plans, nos équipements, tout ça. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Le monde a changé et à Washington, ils n'en ont aucune idée. Ils commencent à peine à s'en rendre compte. Et à mon avis, ils ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé.